Très bien, merci d'être là ce soir dans cette nouvelle séance de notre formation Maîtriser la comptabilité. On est à la cinquième séance. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer avec les immobilisations corporelles et on va voir, donc après avoir terminé donc, la norme, on va voir les documents extra-comptables qu'on pourra utiliser pour perfectionner notre comptabilité au niveau des immobilisations corporelles. Par la suite, on va passer à la norme comptabilité, norme immobilisation incorporelle. Donc, ce qui reste aujourd'hui, concernant la norme, immobilisation corporelle, on aura à voir la décomptabilisation des immobilisations corporelles et les informations à fournir, c'est-à-dire au niveau des notes ou au niveau des états financiers. On va commencer par la décomptabilisation des immobilisations corporelles. Et comme vous constatez, on parle de décomptabilisation, on ne parle pas de sortie ou de vente, donc, parce que la décomptabilisation concerne tous les deux. Décomptabilisation des immobilisations, on va voir quand décomptabiliser. On va calculer les gains et les pertes de la sortie de l'immobilisation et comptabilisation de la décomptabilisation. Quand décomptabilisé, en fait, une immobilisation corporelle est décomptabilisée à sa sortie ou lorsque aucun avantage économique futur n'est attendu dans son usage ou dans sa disposition, de sa disposition. Donc, la décomptabilisation concerne essentiellement deux volets. Donc, soit la sortie de l'immobilisation par la vente, par exemple, ou bien le bien, en fait, il ne satisfait plus l'une des deux conditions qu'on a dit de reconnaissance d'un bien en immobilisation. On a dit les deux conditions à respecter, c'est la capacité à générer des avantages économiques futurs et le calcul fiable de son coût. Donc, si un bien, il n'arrive plus à satisfaire cette condition, par exemple, de générer des avantages économiques futurs, c'est-à-dire on ne s'attend plus des avantages de ce bien-là, en ce moment-là, on doit le décomptabiliser. C'est le cas, par exemple, donc mise en revue, par exemple, d'une machine. Donc, une machine qui n'est plus utilisée, elle ne doit plus rester dans l'actif de l'immobilier, dans l'actif de la société. D'accord? Pour toujours donc refléter une image fidèle de la société. Un actif qui n'est plus capable de générer des avantages économiques futurs, on ne va pas le laisser au niveau de l'actif. Calcul de gains et de pertes. Donc, à la sortie, au moment de la vente d'une immobilisation, certainement, il y aura donc soit du gain ou du perte. Donc, gains et pertes calculés par rapport à quoi? Calculés par la différence entre le prix de vente de cette immobilisation et la valeur nette comptable de l'immobilisation au moment de la vente. La valeur nette comptable, c'est quoi? La valeur nette comptable, c'est la valeur brute à l'entrée de l'immobilisation, déduction faite des amortissements que nous avons comptabilisés. Donc, valeur brute moins amortissement, ça nous donne valeur nette comptable. On compare la valeur nette comptable avec le prix de vente. Si le prix de vente dépasse la valeur nette comptable, là, nous avons donc du gain. Si le prix de vente il est inférieur à la valeur nette comptable, là, on a une perte. La comptabilisation de la décomptabilisation. Donc, suppression de l'actif. Donc, on doit supprimer. Donc, si un actif, donc, il n'est plus, c'est un élément, une immobilisation n'est plus dans l'actif de l'entreprise, on doit donc faire disparaître tout ce qui est donc immobilisation et tout ce qui est amortissement relatif à cette immobilisation. Donc, quand on va débiter donc au niveau de sortie, donc on va débiter l'amortissement, donc la compte 28, avec la totalité des amortissements qui étaient appliqués pour cette immobilisation. Et au crédit, on va créditer le compte immobilisation pour sa valeur d'origine, sa valeur d'entrée. D'accord? Et par la suite, donc, il y aura, si nous avons réalisé une vente, donc certainement nous aurons à encaisser de l'argent. Donc, on va débiter un compte de trésorerie pour le montant qu'on a encaissé. Et maintenant, on fera donc la différence entre ce montant qu'on a reçu en trésorerie et la valeur nette comptable qui est la valeur brute moins amortissement.
Si on trouve que cette valeur, le montant encaissé dépasse la valeur brute, on va créditer un compte de produit, donc plus-value sur cession. Par contre, si on trouve que la valeur nette comptable donc, est supérieure au montant reçu en espèces, en ce moment-là, on va débiter un compte de charge, charge nette sur cession, ou bien perte nette sur cession d'immobilisation. Donc voilà les écritures typiques. Vente avec une moins-value. Donc on va débiter le compte trésorerie du montant que nous avons encaissé. On va solder le compte amortissement pour l'immobilisation concernée. On va solder le compte immobilisation corporelle. Et là, nous avons réalisé avec une perte. Donc on va constater charge nette sur cession d'immobilisation. On va débiter. Par contre, si on fait la vente avec une plus-value, donc on va débiter comme d'habitude trésorerie, solder le compte amortissement, solder le compte immobilisation corporelle et créditer un compte de produit, produit net sur cession des immobilisations. Donc ça, pour la vente avec perte ou bien la vente avec gain d'une immobilisation. D'accord? Donc, une immobilisation qui n'existe plus au niveau de l'actif, on doit la solder. Donc, on doit solder les amortissements qui sont relatifs donc, à cette immobilisation, comme suit, on doit solder l'immobilisation elle-même. D'accord? Elle n'existe plus. D'accord? Donc, on solde l'amortissement et on solde l'immobilisation. Donc, ça, l'information, où on va la trouver? On va la trouver donc, dans le tableau d'amortissement ou bien en comptabilité, donc si on fait donc, des comptes individuels donc, au niveau des amortissements. D'accord? Donc, de ce compte-là, immobilisation corporelle, par exemple, ça, s'il s'agit de matériel de transport ou bien de tel. Donc, ça, c'est le cumul des amortissements qui étaient constatés durant l'utilisation de l'immobilisation. Donc, ça, c'est la partie décomptabilisation. Une différence au niveau de la norme internationale, par exemple, la norme internationale IFRS, donc au niveau des présentations, l'IS1, donc elle exige en cas où l'immobilisation elle n'est plus utilisée par l'entreprise, il est destiné à être vendu. D'accord? Il est destiné à être vendu. Quand elle est destinée à être vendue, on ne doit plus la classer en immobilisation corporelle, mais on doit la classer plutôt à un actif destiné à être vendu. Et là, il faut distinguer entre un actif courant et un actif non courant. C'est-à-dire, donc, si cette immobilisation, on estime qu'on pourra la vendre dans les 12 prochains mois, donc on va la mettre au niveau de au actif courant. Si par contre, cette immobilisation, on estime que sa vente, elle ne peut se réaliser que, c'est-à-dire après plus que 12 mois, en ce moment-là, on doit la classer au niveau des immobilisations au niveau des actifs incorporels. Ça d'une chose. Autre chose au niveau, c'est-à-dire qui point de différence avec la norme locale, c'est par rapport aux normes internationales, ce sont les immobilisations qui ne sont pas utilisées dans l'exploitation de l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai une société industrielle, donc dont l'activité est la production et la vente. Cette société, elle est propriétaire des bureaux, par exemple, qui les utilise, qui les loue. En fait, elle réalise un produit de location. Donc, elle utilise c'est-à-dire ces bureaux-là, ces locaux-là, comme spéculation. Donc, elle les a achetés, c'est un investissement dont l'objectif, c'est plutôt d'enterrer des loyers. D'accord? Enterrer de loyer. Ce n'est pas dans l'activité principale de l'entreprise. D'accord? Donc, en ce moment-là, la norme internationale vous dit que vous ne devez pas classer cette immobilisation avec les immobilisations corporelles, mais vous devez la distinguer. D'accord? Vous devez la distinguer dans un compte immobilisation de placement. D'accord? Donc, on ne doit pas la classer au niveau avec les immobilisations corporelles. Très bien. Maintenant, reste à voir la partie les informations à divulguer concernant les immobilisations corporelles. Quelles sont les informations? Tout d'abord, il y a la politique comptable pour l'évaluation des immobilisations
Et ça, on doit préciser au niveau de notes quelle est la politique comptable utilisée. Par exemple, on va dire que pour l'évaluation des immobilisations corporelles, nous avons utilisé le coût historique. Ou bien, nous avons utilisé pour certains biens, par exemple, nous avons réévalué. Nous avons utilisé, par exemple, les indices de réévaluation. D'accord? Aussi, on doit indiquer, par exemple, les taux d'amortissement utilisés. On va mettre que, par exemple, pour les constructions, nous avons utilisé amortissement sur 20 ans, matériel de transport sur 5 ans, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça rentre dans la politique de l'évaluation des immobilisations. Deuxième information à mettre, ce sont les mouvements des postes d'immobilisation. Donc, immobilisation corporelle, on va mettre donc construction, terrain et ainsi de suite. Et on va mettre le solde de 31/12 de l'année N-1, les variations au cours de l'année, s'il y en a des acquisitions ou bien des scissions, et le solde à la fin de la période. Là, on parle de valeur brute. D'accord? Là, on parle des mouvements. Mouvement, c'est-à-dire soit des acquisitions, soit une cession. Aussi, comme information qu'on doit mettre au niveau des notes, ce sont les engagements futurs. Les engagements hors bilan, ce sont les engagements qui ne sont pas tracés au niveau de notre comptabilité. On n'a pas passé, par exemple, par exemple, on n'a pas encore passé une commande, mais à une étape de passation d'une commande pour l'acquisition, par exemple, d'une construction ou bien de matériel, et ainsi de suite. Donc, comptablement, on n'a pas de facture de fournisseur, on n'a pas passé encore de bon de commande, mais en train de signer un contrat, on est en phase finale. Là, c'est un engagement futur donc pour l'entreprise. Donc, EUNA, donc nous avons par exemple, comme je dis, commandé ou bien signé un contrat, on est en phase finale, mais on n'a pas on n'a pas encore reçu de facture et on n'a pas donné par exemple des avances. Ça, c'est un engagement futur. Pourquoi? On doit le refléter, on doit le mettre au niveau des notes parce que il n'apparaît pas au niveau des états financiers. On ne peut pas passer la commande d'immobilisation en compte immobilisation. D'accord? Donc, ça reste parmi les engagements futurs. Aussi, comme information à fournir dans les états financiers, de notre état financier concernant les immobilisations corporelles, ce sont les immobilisations en cours. C'est-à-dire, si l'entreprise, donc, elle réalise, c'est-à-dire, elle a une immobilisation en cours, par exemple, elle construit pour elle-même une construction, là, au niveau de l'immobilisation, on doit la préciser. Donc, le montant qu'ils étaient capitalisés, par exemple, la durée d'entrée, date d'entrée, de l'immobilisation, donc c'est-à-dire la finalisation, donc c'est-à-dire finaliser, achever, tout ça, donc on doit le constater. Là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, la politique comptable, description de politique comptable adoptée pour l'évaluation des immobilisations corporelles, y compris les méthodes d'amortissement et durée de vie d'utilisation. Voilà un exemple. Principe, méthode utilisée, vous voyez, au niveau des immobilisations corporelles, on dit, voilà, à l'exception des biens ayant fait l'objet de réévaluation légale, les immobilisations corporelles sont enregistrées au coût d'acquisition et amorties linéairement sur la durée de vie estimée des immobilisations. Construction 40 ans et ainsi de suite. Donc, là aussi, notre modèle. Donc, voilà, les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, constitués de prix d'achat et tous les coûts directement rattachés. Les amortissements calculés sur le méthode linéaire par application de taux homogènes au sein du groupe sont déterminés par référence de réutilisation suivant. Donc, l'agencement aménagement 7 à 50 ans, matériel industriel 5 à 15 ans, mobilier de bureau 10 ans, matériel informatique 3 ans. Donc, comme demandé, il nous demande d'indiquer la politique comptable adoptée. Là, nous avons deux cas. Là, nous avons fait une réévaluation et pour les autres biens, c'est le coût d'acquisition. La même chose ici. Donc, il a mis coût d'acquisition, il a détaillé de quoi il est constitué. Deuxième information, y compris méthode d'amortissement et durée d'utilisation de vie. Donc, la même chose. Ici, il a précisé que l'amortissement il est linéaire et sur la durée de vie estimée, par exemple, il a donné construction 40 ans.
La même chose ici, agencement, aménagement, 7 à 50 ans, matériel industriel, et ainsi de suite. Donc là, donc, au niveau des notes, parce qu'au niveau des notes, c'est nous qui les préparons. Donc, c'est le comptable qui prépare les notes. C'est pas le contrôleur, c'est pas le commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes reçoit donc les états financiers, y compris les notes des états financiers. Les notes des états financiers constituent un des éléments des états financiers. D'accord? Mais lui, en fait, il va l'utiliser dans son rapport. Deuxième information, on a dit que le mouvement des postes d'immobilisation. Donc, une analyse des mouvements dans le poste d'immobilisation corporelle pendant la période, y compris les acquisitions, les cessions, les réévaluations et les dépréciations. Donc, les mouvements qui concernent les immobilisations, acquisition, scission, réévaluation, dépréciation, on doit les indiquer. Voilà un exemple, immobilisation corporelle et incorporelle, valeur brute, au début de l'exercice, augmentation, diminution, valeur à la fin de l'exercice. D'accord? Deuxième exemple, nous avons là donc immobilisation et amortissement. Donc immobilisation, 31-12 de l'année N-1, les acquisitions, les transferts, les cessions et les valeurs au 31-12 de l'année N. D'accord? Donc ça, c'est notre 4 principaux postes de bilan. D'accord? Donc, vous voyez, nous avons indiqué donc, pour les immobilisations corporelles par donc, famille d'immobilisation, date au 31-12 de l'année N-1, les acquisitions, les transferts, les cessions. D'accord? Comme indiqué. Donc, acquisition, scission, réévaluation et dépréciation. Engagement futur. Donc, la même chose. Le troisième élément donc, à préciser sont les engagements futurs. Information sur les engagements futurs pour l'acquisition d'immobilisation corporelle non encore comptabilisée au bilan. Donc, on n'a pas reçu de facture, donc on ne peut pas encore comptabiliser cette immobilisation au niveau de bilan. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la mettre au niveau des engagements. Voilà. Engagement, on va mettre ici engagement hors bilan. D'accord? Vous voyez là, par exemple, autre engagement. Comme ça, achat de titres, là aussi, on va mettre autre engagement, achat d'immobilisation. Et on va mettre le montant de l'engagement. D'accord? Dernier élément donc à préciser dans les notes, ce sont les immobilisations en cours. Donc, détail des immobilisations corporelles en cours. Là, juste par exemple, nous avons passé une commande, comme je dis, par exemple, l'achat de trois matériels, de trois machines, par exemple, qui font un total de 100 000. Donc, on va le préciser ici, d'accord? Parce que ça constitue un engagement pour l'entreprise. Donc, détail des immobilisations corporelles en cours de construction et ou de développement, par exemple, et qui ne sont pas encore prêts à être mis en service. Donc, le compte, nous avons un compte, on a dit comment comptabiliser les immobilisations en cours. Les immobilisations en cours sont comptabilisées par nature du courant de l'année. Donc, courant l'année, si j'ai dépensé, par exemple, par exemple, de transport, je vais les constater en transport. C'est du personnel, je vais les constater en personnel. Mais à la fin de l'année, je vais totaliser les charges qui étaient engagées pour cette immobilisation en cours et on va débiter un compte qui s'appelle immobilisation en cours et on va créditer un compte 72 production immobilisée production immobilisée. Ce compte 72 pour quelle valeur? Pour la valeur des charges qui étaient constatées au courant de l'année. Donc, fin de l'année, je vais totaliser la totalité des charges qui étaient engagées pour cette construction. J'ai trouvé, par exemple, 200 000 euros. Donc, je vais débiter le compte immobilisation en cours pour 200 000 euros et je vais créditer un compte de production immobilisée pour 200 000 euros. Donc, ce compte production immobilisée, son utilité, c'est de contrebalancer, c'est d'annuler l'effet des charges qui étaient constatées au courant de l'année. Nous avons des charges pour 200 000 et nous avons un produit pour 200 000. Donc, effet sur résultat, zéro. Il n'y a pas d'effet sur résultat. On a immobilisé toutes ces charges-là. D'accord?
On ne peut pas créditer ces charges parce que le lecteur des états financiers, quand il va voir que nous avons crédité des charges, il va comprendre peut-être que nous avons annulé des charges. Mais nous, là, on n'a pas annulé, mais plutôt on a immobilisé. C'est pourquoi, au lieu de créditer des comptes de charges pour annuler l'effet de ces charges, on va constater plutôt une production immobilisée. Et de cette façon, donc, les charges qui étaient engagées au courant de l'année n'auront pas d'effet sur le résultat de l'exercice. Pourquoi? Parce que nous avons annulé leur effet par un autre compte de produit. D'accord? Et voilà, donc nous avons terminé l'immobilisation corporelle. On va passer tout de suite, sauf si vous avez des questions, on va passer au document Excel qu'on pourra utiliser pour rapprocher notre comptabilité. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie que nous venons de voir? C'est bon, c'est clair? Très bien. Immobilisation corporelle. Très bien. Là, en fait, ce travail-là, c'est un travail d'un auditeur. C'est le travail d'un auditeur. Donc, on va utiliser les travaux réalisés par l'auditeur pour se préparer donc à la mission de commissariat aux comptes. D'accord? Pour s'organiser. Et tout d'abord, on va l'utiliser comme étant une opération d'autocontrôle. Donc, on va nous contrôler nous-mêmes, donc avant le passage de commissaire aux comptes. On va s'assurer de cette façon que nos états financiers étaient bien préparés. Donc, et là, et on va gagner beaucoup de temps lorsqu'on se prépare à la mission de commissaire aux comptes. Vous savez que le commissaire aux comptes, quand il va passer une société, pratiquement le service comptabilité va pouvoir plus rien faire parce qu'il va se concentrer sur les demandes de commissaire aux comptes. Et donc, il vaut mieux se préparer d'avance et savoir exactement quels sont les points qui vont être contrôlés et savoir quels sont les documents qui vont être demandés. Et donc, on va se préparer, tout simplement. Donc, on va se préparer dans un objectif d'autocontrôler. Donc, on va contrôler notre travail, bien contrôler le travail de mon équipe de comptabilité. Au même temps, je vais me préparer pour la mission de commissaire aux comptes pour qu'elle se soit une mission fluide, donc il ne me fait pas perdre beaucoup de temps. Donc, comment faire? Donc, on va commencer par l'examen analytique. Donc, on va extraire tous les comptes d'immobilisation, tous les comptes qui concernent les immobilisations. Et là, c'est une particularité au niveau de l'audit. Quand on contrôle donc un volet, par exemple un module des immobilisations, on ne va pas contrôler que les comptes des immobilisations. On doit contrôler tous les comptes qui sont liés aux immobilisations corporelles. C'est-à-dire, nous avons donc d'office, nous avons les comptes immobilisation, nous avons les comptes, par exemple, amortissement, d'accord, amortissement, c'est-à-dire cumul des amortissements, ça au niveau de compte de bilan. Nous avons au compte de charge dotation. Donc ça, pratiquement, euh, les plus simples. Mais il y en a d'autres comptes qu'on dit ce sont des comptes qui sont liés aux immobilisations corporelles. C'est-à-dire ce sont des comptes qui ne sont mouvementés qu'avec l'immobilisation corporelle. C'est-à-dire ces comptes, on peut les débiter, soit les créditer, qu'en débitant, en créditant un compte d'immobilisation corporelle. Et donc, si on veut vraiment les contrôler, les auditer, on doit les auditer d'une façon simultanée, hein, en auditant les immobilisations corporelles. Exemple des comptes. Par exemple, le compte de charge nette sur session et produit net sur session. Donc, ce sont des comptes qui ne sont utilisés qu'en cas de vente d'une immobilisation. Et donc, on les appelle des comptes liés. Ce sont des comptes liés aux immobilisations, malgré que ce sont des comptes de charge. Donc, mais ce sont des comptes qui ne sont utilisés que pour
c'est-à-dire c'est que en débitant, bien créditons une immobilisation. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, par exemple, nous avons le compte de réserve spéciale de réévaluation. Nous avons dit que lorsque l'entreprise elle fait une réévaluation d'une immobilisation, la différence entre donc, cette nouvelle juste valeur et la valeur nette comptable, on a dit que l'entreprise, elle ne doit pas impacter le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire elle ne va pas la constater en compte de produit, mais elle doit le constater dans un compte de réserve. Et on a dit un compte réserve spécial de réévaluation, donc dans un compte de capitaux propres. Donc, aussi, ce compte-là de capitaux propres, c'est un compte lié aux immobilisations. Il n'est créé, il n'est utilisé que lorsqu'on a débité un compte d'immobilisation. Donc, nous avons débité un compte de construction, nous avons crédité ce compte-là pour la différence de valeur. D'accord? Et donc là aussi, ce compte de réserve spéciale de réévaluation, si on veut le contrôler, on doit le contrôler avec les immobilisations. D'accord? Autre chose, j'ai une subvention d'investissement. Donc la subvention d'investissement, c'est une subvention qui sert pour financer une partie ou bien la totalité d'une immobilisation. Au niveau de la norme, nous avons vu que l'amortissement de la subvention d'investissement, c'est-à-dire la subvention d'investissement, elle doit être amortie au même rythme d'amortissement de l'immobilisation objet de financement. C'est-à-dire, si j'ai reçu une subvention d'investissement pour financer une machine et que cette machine, elle est amortissable sur 5 ans. Là, la subvention d'investissement, je dois la répartir sur 5 ans. D'accord? La subvention d'investissement, je dois la répartir sur 5 ans, comme l'amortissement de la machine. D'accord? Parce que vous savez que la subvention d'investissement, elle n'impacte pas le résultat de l'exercice comme la subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, quand on la reçoit, on va la passer directement en compte de charge, en compte de produit. D'accord? Et donc, elle va impacter le résultat de l'exercice. Par contre, la subvention d'investissement, on va la mettre dans un compte de capitaux propres. D'accord? Et on va l'amortir petit à petit. Par exemple, dans notre cas, nous l'avons acheté avec cette subvention, nous avons acheté une machine amortissable sur 5 ans. Et donc, la subvention, elle doit être amortie sur 5 ans. Donc, comment ça se passe? Donc, l'écriture. Donc, on va débiter le compte subvention d'investissement, compte de capitaux propres, et on va créditer un compte qui s'appelle quote-part de subvention d'investissement dans l'exercice, dans le résultat de l'exercice. Et donc, on va prendre le 1/5. Là aussi, la subvention d'investissement et l'amortissement de la subvention d'investissement, tant qu'ils sont des comptes qui sont liés aux immobilisations, on doit les vérifier quand on vérifie les immobilisations. D'accord? Très bien. Quoi d'autre? Donc, on a vu les subventions, on a vu la réévaluation, on a vu la plus-value sur cession des immobilisations. Très bien. Aussi, euh, les comptes qu'on doit contrôler avec les immobilisations, ce sont les comptes d'entretien et réparation. D'entretien et réparation. Le compte entretien et réparation, il est contrôlé au moment du contrôle des immobilisations. Pourquoi? Parce que si vous en souvenez certainement, quand on a vu les modifications réalisées ultérieurement pour une immobilisation, c'est-à-dire les améliorations, par exemple, d'une machine, nous avons dit que si les améliorations allongent la durée de vie de la machine, si l'amélioration améliore la production de la machine, si l'amélioration, c'est-à-dire la modification, améliore l'efficacité de la machine, on a dit que ces dépenses d'amélioration, on ne doit pas les comptabiliser en charge, mais on doit. C'est pas on a le choix, c'est pas on peut, on doit. On doit les immobiliser. D'accord? On doit les immobiliser. C'est pourquoi le compte entretien et réparation, il est contrôlé avec les immobilisations. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier deux choses. On va vérifier s'il y en a
des dépenses qui devraient être immobilisées et qui sont constatées en charge, et inversement, des dépenses qui devraient être comptabilisées en charge, qu'ils étaient immobilisées. D'accord? Donc, vous voyez, aussi les comptes entretien réparation, on va le contrôler avec, au moment de contrôle des immobilisations. Pourquoi tout ça? En fait, on fait ça pour en avoir une vision globale. Lorsqu'on va auditer, lorsqu'on va contrôler, on a une vision globale de toutes les opérations qui ont touché les immobilisations. Parce que nous avons dit que ce sont des comptes liés, des comptes rattachés, des comptes qui sont mouvementés qu'avec un débit ou crédit d'un compte d'immobilisation. D'accord? Très bien. Donc, c'est pourquoi là, on va trouver par exemple le terrain, là, là, les amortissements. Compte de charge, on trouve les entretiens, réparations, pièces de rechange et dotation. D'accord? On pourra aussi trouver les comptes de produits, quote-part de subvention d'investissement. Par exemple, on peut trouver le compte de capitaux propres, réserve spéciale de réévaluation, si on y en a une réévaluation, et ainsi de suite. Donc, la première des choses, c'est de faire de l'examen analytique. On fera une comparaison. Donc, on va prendre tous les comptes qui sont liés aux immobilisations. Donc, l'année 2000, l'année en cours, et l'année N-1. D'accord? On va les présenter de cette façon. N et N-1, et on va calculer la variation. La variation en montant et la variation en pourcentage. La variation en montant et la variation en pourcentage. Là, soyez certain d'une chose. Au niveau de l'audit, au niveau de l'audit, un auditeur, quand il va passer, les opérations d'acquisition et de cession des immobilisations vont être auditées d'une façon exhaustive. Les immobilisations, ils sont audités d'une façon exhaustive. Pourquoi? Tout d'abord, l'importance de ces opérations. Une acquisition ou une scission pour 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, une scission et ainsi de suite. Donc, tout d'abord, l'importance de ces opérations. Deuxièmement, c'est la rareté de ces opérations. C'est-à-dire, au courant de l'année, vous allez trouver que l'entreprise a réalisé, par exemple, 2 acquisitions, une acquisition, réalisé une scission. D'accord? Donc, ce sont des opérations rares. Et donc, l'auditeur, il va les contrôler d'une façon exhaustive. C'est-à-dire, si vous avez réalisé 2 acquisitions durant cette année, il va automatiquement les auditer. D'accord? Qu'est-ce qu'il va auditer? Il va auditer la propriété de l'entreprise, il va auditer le volet légal, comme il va auditer le volet comptable. Volet comptable, il va commencer par la classification, c'est-à-dire la reconnaissance. Donc, est-ce que la reconnaissance, elle est correcte ou pas? Nous avons dit qu'un bien qu'il est reconnu en immobilisation, sauf s'il respecte 2 conditions: sa capacité de générer des avantages économiques futurs et son coût doit être mesuré d'une façon fiable. D'accord? C'est la première des choses. Deuxième chose, il va contrôler l'évaluation de cette entrée, l'évaluation de cette acquisition. Nous avons parlé, lorsque nous avons parlé de coûts d'entrée d'une immobilisation, nous avons vu quels sont les coûts constitutifs de coûts d'acquisition, de coûts d'entrée. Donc, nous avons dit c'est le coût d'achat. Et nous avons dit, deuxième partie, ce sont les coûts attribuables nécessaires pour mettre en place, pour mettre en fonctionnement donc l'immobilisation. Et on a dit aussi, troisième élément à inclure, c'est l'estimation, par exemple, de démantèlement, si, bien sûr, ces montants-là sont significatifs. D'accord? Donc, pour se préparer à cette opération d'audit, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pour chaque opération d'acquisition qu'on a trouvée, on va préparer un dossier. On va préparer un dossier. Dossier, là, on va mettre la facture, on va mettre une description de la facture, donc pourquoi cette machine a été utilisée, donc quel objectif, d'augmenter la production, d'améliorer la productivité, de. Donc on doit préciser de quoi il s'agit, c'est-à-dire
On doit montrer la capacité de cette machine à générer des avantages économiques futurs. Ça, deux choses. Par la suite, au niveau de l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, on doit mettre des copies des différentes charges qui étaient supportées pour cette opération d'acquisition, c'est-à-dire la facture de fournisseur, la facture de transporteur, la quittance de douane, la facture d'assurance, la facture de mise en place des machines, la facture d'équilibrage des préparations des machines, et ainsi de suite, et l'estimation de démantèlement. D'accord? Tout ça, pour chaque acquisition, on doit préparer ce dossier-là. C'est-à-dire, si j'ai mis que j'ai cette machine, elle m'a coûté 300 000 euros, je dois justifier ce montant-là. D'accord? Je dois justifier ce montant-là. Très bien. Là, lorsque je fais une lecture, lorsque je fais une lecture des comptes immobilisation, je n'ai trois comptes qui sont mouvementés. Vous voyez, il y en a trois comptes qui sont mouvementés. Matériel, nouveau siège, agencement, aménagement et installation, climatisation. D'accord? Indépendamment du montant de ces montants-là. Là, lorsque je vois qu'il y en a une augmentation de valeur, c'est-à-dire la valeur de l'année 2020 est supérieure à l'année 2019. Donc là, ça suppose quoi? Lorsque je trouvais, qu'est-ce que ça peut être? Je trouvais une augmentation de valeur de l'année N à l'année N-1. Ça peut être quoi ça? Et allô? Une acquisition. Oui. Ça peut être Euh, une acquisition exactement, une une- acquisition. ou une Oui. cession. Ou bien une acquisition plus une cession. Oui. Parce que valeur positive. Mais l'acquisition, elle est plus importante. Oui, ça peut être ça aussi. Oui. Quoi, ça peut être quoi aussi? Au niveau de ce que nous avons vu, au niveau des normes. Si j'ai une augmentation de valeur, ça peut être quoi? Une acquisition, acquisition et scission. Ça- Ou bien si, d'après une réévaluation Excellent. Réévaluation. de Oui, l'un de nos actifs, on constate qu'il y a une réévaluation. excellent. Donc, soit Réévaluation. Donc cette augmentation, ça peut être justifié par quoi? Par une réévaluation. Oui, excellent. Quoi d'autre? ça peut être améliorer la Excellent. capacité de production de la Exactement. machine. Ça peut être une amélioration, c'est-à-dire capitalisation des charges. Excellent. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut être aussi? Voilà aussi Oui. de l'échange d'une Excellent. machine. Oui, échange. Le bien reçu. Mais toujours l'échange, vous devez vérifier deux choses. Donc, si vous avez trouvé entrée, augmentation, vous devez trouver aussi une baisse dans une autre immobilisation. Parce que nous avons donné une immobilisation, nous avons reçu une autre. D'accord? Donc, ça doit être deux opérations au niveau d'échange. Excellent. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Donc, nous avons dit acquisition, réévaluation, amélioration et échange. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres cas? Y a-t-il d'autres cas? L'autre cas, c'est l'immobilisation en cours, c'est-à-dire immobilisation en cours qui est achevée. D'accord? Donc, ça a été dans le compte immobilisation en cours. Là, ça a été achevé parce que l'immobilisation en cours, comment ça se passe, le compte? Comment il est utilisé? Donc, chaque année, on va constater, on a dit, on va constater au cours de l'année, on va constater en charge. Fin de l'année, on va débiter immobilisation en cours, on va créditer production immobilisée. Et lorsque cette immobilisation il est achevée, on va créditer le compte immobilisation en cours et on va débiter un compte immobilisation concerné, par exemple construction. D'accord?
Donc, une augmentation de valeur d'une construction, ça peut être une immobilisation en cours qui est achevée. D'accord? Donc, si là, nous avons une acquisition, qu'est-ce qu'on doit préparer? Donc, on doit préparer les factures, les différentes factures, c'est-à-dire, tout d'abord, la propriété. Donc, on doit justifier la propriété. La propriété, c'est-à-dire, donc, soit un contrat, c'est-à-dire, ça, je parle par exemple de matériel de transport. Comment justifier la propriété de matériel de transport? C'est à travers, par exemple, la carte grise. Donc, que la propriété, elle a passé pour l'entreprise. Si, par exemple, par exemple, pour une construction, bien terrain, donc là, il y en a un titre foncier. Donc, on doit préparer le titre foncier pour montrer que cette propriété est actuellement, elle est à l'entreprise. D'accord? Donc, sinon, pour les autres, donc on doit préparer donc, un contrat de vente. Donc, le contrat. D'accord? Donc, on doit justifier la propriété. Comment? Donc, la propriété, elle est passée à l'entreprise. D'accord? Et selon le cas, comme je vous ai dit, si ce matériel de transport par exemple, en Tunisie, nous avons une carte d'immatriculation de matériel de transport, donc qu'on appelle carte grise. Pour donc, une construction ou bien terrain, c'est titre foncier. Donc, c'est le titre foncier qui prouve la propriété de l'immobilisation ou bien de la construction ou bien de terrain. Pour les autres biens, c'est le contrat de vente. Donc, on doit en avoir un contrat de vente ou bien donc une facture de vente. D'accord? Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, on parle d'acquisition. On doit vérifier l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation ou bien coût d'entrée. On doit calculer le coût d'entrée. Donc, on doit le justifier. Comment justifier le coût d'entrée? Donc, on a dit, le coût d'entrée, ça peut contenir quoi? Ça peut contenir, donc, c'est le coût d'acquisition, coût d'achat plutôt. Donc, coût d'achat. Et le coût d'achat, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut la facture fournisseur, facture de transport, facture de douane, facture de taxes non récupérables. Donc, plus, donc, nous avons dit les charges, donc, les charges engagées donc, pour la mise en place pour le fonctionnement de cette machine, telles que c'est-à-dire par exemple les honoraires de mise en place de ces machines. Nous avons reçu plusieurs machines qu'on va les mettre en ligne de production, donc d'une façon bien définie. Aussi, donc, les honoraires, par exemple, des techniciens qui vont faire l'équilibrage de cette machine pour qu'elle atteigne en fait le niveau de production qui a été prévu. D'accord? Plus l'estimation des frais de démantèlement. Ça pour l'acquisition. Maintenant, si nous avons fait une réévaluation, qu'est-ce qu'on doit préparer comme document justificatif? Si nous avons fait une réévaluation. Donc, si vous vous en souvenez, on a parlé au niveau de la réévaluation fiscale et de la réévaluation donc, comptable. Si nous avons appliqué une réévaluation comptable, c'est-à-dire, nous avons dit que la réévaluation, dans ce cas, elle se base sur quoi? On va se baser sur quoi? Est-ce qu'on va se baser sur un document interne pour faire la réévaluation, sur une estimation interne pour faire la réévaluation, ou bien autre chose? Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de réévaluation? Qu'est-ce qu'on a dit? La réévaluation, on va se baser sur quoi? Sur un rapport de qui? Sur un rapport? La réévaluation, on a dit qu'on allait se baser sur le rapport d'un expert dans ce Exactement, domaine. exactement, exactement, exactement. Et donc, si j'ai fait une réévaluation, qu'est-ce que je dois préparer comme document pour le commissaire aux comptes? C'est le rapport de réévaluation. D'accord? C'est de, euh, le rapport de réévaluation. De, d'accord?
Ici, j'ai appliqué juste une réévaluation fiscale. En ce moment-là, je dois justifier que j'ai respecté l'indice comme donc précisé dans le décret. D'accord? Donc, c'est juste de montrer, donc de copier, par exemple, le décret avec en précision donc l'année d'acquisition donc de cette construction ou bien de cette. Nous avons dit qu'au niveau de la réévaluation, ça je parle fiscalement en Tunisie, au niveau des réévaluations fiscales, elles ne concernent que les immeubles bâtis et non bâtis, donc que les terrains et constructions. Alors que comptablement, elle peut concerner donc toutes les immobilisations. Très bien. Donc, on doit préparer un rapport de réévaluation. Pour l'amélioration maintenant, si nous avons réalisé une amélioration, qu'est-ce qu'on doit prouver? Qu'est-ce qu'on doit prouver? On a dit que l'amélioration, là on parle d'amélioration, c'est-à-dire amélioration, nous avons dit que l'amélioration, c'est l'augmentation des avantages économiques futurs au-dessus de des avantages qui étaient prévus au départ. C'est-à-dire, nous avons reçu une machine dont la capacité de production est de 100 000 unités par année. Nous avons réalisé des modifications. Elle est capable maintenant de produire 120 000. Donc, elle dépasse le niveau de production initialement prévu. D'accord? Et on a fait donc la comparaison avec les frais de maintenance et entretien qu'on a dit que ce sont des frais nécessaires pour maintenir la production au niveau initialement défini. C'est-à-dire, je fais des vidanges, des entretiens, juste pour que la machine reste capable de produire les 100 000 unités par an. D'accord? Ça, on a dit que ce sont des frais de maintenance et de réparation qu'on va les constater en charge. Donc, s'il y en a une amélioration, donc je dois justifier que l'amélioration, elle va augmenter la capacité de production. Et donc là, j'en ai par exemple une promesse de la société qui va faire cette modification au niveau de la machine. Elle va préciser que cette machine, maintenant, avec cette modification, elle pourra produire 120 000 unités. Et on doit le justifier par du réel. C'est-à-dire, si je vois, par exemple, les bons d'entrée ou bien les rapports de production après les modifications, je dois trouver que les rapports de production après les modifications donc conforment ce qui a été promesse, c'est-à-dire de la société qui a fait cette amélioration. Et donc, il y en a vraiment une amélioration significative de la capacité de production de la production. Et donc, la même chose, si l'on a une augmentation d'efficacité ou bien allongement de la durée de vie, donc tout ça, normalement, ça doit être précisé, ça doit être documenté, euh, documenté. D'accord? Tout ça, on doit le documenter pour le commissaire aux comptes parce qu'il va le demander. Si nous avons immobilisé une charge, il va vous dire pourquoi vous avez immobilisé. D'accord? Comment vous pouvez me justifier que cette amélioration, ces dépenses que vous avez engagées, ce sont des améliorations et non pas des dépenses d'entretien et de réparation? Excusez-moi. Oui, Oui, donc c'est bon. Donc, si par exemple la société en question fait son expertise et, euh, et dit que par exemple, voilà, euh, le bien ou bien l'actif en question sera مثلا sa durée de vie ou bien je ne sais pas. Donc, oui, est-ce que, par exemple, tous les frais qui sont rattachés à cette expertise, par exemple, oui. seront ajoutés aux frais au coût au coût de l'immobilisation? C'est ça. L'expertise. D'accord. Donc, en fait, là, je parle des promesses de la société qui va réaliser la modification. Donc, aujourd'hui, vous allez trouver des sociétés qui sont spécialisées dans la modification des machines. Donc, il vous dit que je vous fais une modification, je vous ajoute donc une petite partie, ou bien je fais une modification, et vous allez allonger sa durée de vie. Donc, toujours, elle est basée sur des promesses. Et donc, et la promesse, vous allez la trouver au niveau de contrat.
Parce que si je vais dépenser 30 000 ou bien 40 000 euros, par exemple, pour l'amélioration de cette machine, normalement, ça doit être, il y en a une promesse au niveau de contrat ou bien au niveau de bon de commande en précisant que après cette modification, la capacité de la machine, il va passer de A ou bien sa durée de vie, il va être allongée de 2 ans. Donc, il y en a une promesse. Par la suite, que cette promesse, certainement, une entreprise, elle ne va valider donc, la facture de ce prestataire qu'une fois elle a vérifié que les promesses sont tenues. C'est-à-dire, d'habitude, on produit 20 000 articles par jour. Avec cette modification, comme elle a été précisée dans la promesse, on va produire 30 000. On a déjà produit 30 000. D'accord? Donc, il devrait être validé. C'est-à-dire ces promesses. C'est-à-dire on ne va pas faire de recours à des experts externes pour vérifier que est-ce que vraiment donc les machines ils étaient améliorées ou non. Non, on va comparer les promesses par rapport aux réalisations. Donc si, c'est-à-dire réalisation, donc je peux demander par exemple le rapport de production journalier et donc y voir comment ça a été avant la modification et après par exemple la modification. D'accord? Donc, on va se baser sur ça. Et tous ces charges qui sont engagées pour cette amélioration, ils vont être capitalisés, c'est-à-dire vont être immobilisés. D'accord? Et là, au niveau de comptabilité, on doit justifier. Donc, on doit laisser garder trace de ces rapports de promesses, des bons de commande, tout ce qui a été engagé pour l'amélioration de cette machine. D'accord? Donc, la valeur qui a été comptabilisée en amélioration, c'est-à-dire en augmentation de valeur, on doit le justifier facture par facture. D'accord? Oui, c'est bon, c'est très bon. Très Merci bien. beaucoup. Sinon, il y en a l'opération d'échange. Donc, nous avons dit que l'échange, c'est-à-dire je vais donner un bien et je vais recevoir donc un bien. L'opération d'échange, elle se fait en général aussi sur la base des contrats. Donc, certainement, si je vais vous donner une machine, je vais recevoir une autre. Donc, pour justifier cette opération d'échange, ça doit être donc un contrat entre les deux sociétés. Et le contrat qui va préciser les valeurs, les justes valeurs des deux biens. C'est-à-dire, nous nous sommes entendus que le bien que je vous ai donné, il vaut 30 000. Celui que vous m'avez donné, il vaut 20 000, ce qui justifie que vous me devez m'ajouter 10 000 d'espèces. D'accord? 10 000 d'espèces. Et donc, toutes les informations, tout d'abord, pour justifier la propriété de la nouvelle machine, c'est un contrat qu'on doit le vérifier. Donc, on doit préparer une copie de contrat de l'opération d'échange. Par la suite, donc, au niveau de contrat d'échange, nous avons dit que le bien reçu, donc c'est le bien reçu, la comptabilisation de l'échange, comment elle se fait? Donc, elle se fait à la juste valeur de bien reçu. Elle se fait à la juste valeur de biens reçus. Là, on parle de biens qui ne sont pas de même nature et qu'on a dit que dans la 99% des opérations, l'opération d'échange porte sur des biens qui ne sont pas de même nature. D'accord? Parce que nous avons vu que les biens qui sont de même nature, c'est quoi? Ils doivent respecter deux conditions. Donc, usage similaire et valeur similaire. Et donc, ce qui est vraiment très rare. Et donc, la majorité des opérations d'échange se font sur des biens qui ne sont pas de même nature. Et c'est une opération qu'on a dit qu'elle génère des résultats, c'est-à-dire une perte ou bien donc plus-value ou bien une moins-value. Donc, l'amélioration, on doit préparer le contrat. C'est pas l'amélioration. Là, j'ai passé au niveau d'échange. Donc, on doit préparer donc, le contrat d'échange. On doit justifier la juste valeur avec laquelle donc, nous avons entré donc, cette machine. Donc, ce que la juste valeur, elle est précisée, par exemple, dans le contrat, ce qui fait, parce que nous avons dit que l'entrée va se faire sur la juste valeur de bien reçu. D'accord? Sur la juste valeur de bien reçu. Si on parle d'immobilisation en cours, donc là, donc on doit faire, par exemple, c'est-à-dire le constat d'achèvement de la construction. D'accord? Le contrat, s'il s'agit d'une construction, euh, donc constat d'achèvement donc de la construction. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'il va rester? Donc, il y en a, c'est un compte qui a été cumulé plusieurs années.
Ce qui va rester, c'est l'immobilisation aussi des charges de l'année. Donc, des charges, par exemple, si la construction elle était prête en mars, par exemple, 2025, donc on a les charges qui étaient dépensées entre janvier et mars aussi, on doit les incorporer dans le coût de l'immobilisation. Et de la même façon. C'est-à-dire, tout d'abord, on va le constater en charge, et par la suite, donc au 31, par exemple, mars, on va débiter compte immobilisation en cours, on va créditer compte production immobilisée, et par la suite, la même journée, vu que l'immobilisation elle est prête, on va solder le compte immobilisation en cours et on va débiter, par exemple, construction. D'accord? Pour la totalité, pour solder le compte immobilisation en cours. Immobilisation en cours, parmi les éléments, donc il faut faire attention, il faut que ce soit un compte, un jour, il doit être soldé. D'accord? Il ne faut pas un compte d'immobilisation en cours qui va rester des années dans notre comptabilité. D'accord? Donc, s'il existe pendant plusieurs années le compte immobilisation en cours, donc ça, certainement qu'il y en a des problèmes d'erreur au niveau de la comptabilité. Parce que un jour, le compte immobilisation en cours, c'est un compte provisoire qui peut rester peut-être une année, peut-être deux, trois, quatre aux limites, donc, mais il ne peut pas rester une dizaine d'années. Donc là, nous avons parlé d'opération d'ajout. Donc la même chose, s'il y en a une scission, donc c'est-à-dire nous avons trouvé une baisse, donc s'il y en a une scission, une sortie d'immobilisation, on doit justifier l'opération de sortie par un contrat et on doit vérifier au moment de sortie, toujours, on doit vérifier donc le résultat de la sortie. C'est-à-dire, nous avons réalisé cette sortie donc avec produit, ou bien avec plus-value, ou bien avec moins-value. Et aussi, on doit vérifier la comptabilisation de la sortie. Parce que lorsqu'une obligation est sortie, on doit solder la totalité de ses amortissements. On ne doit pas laisser ces amortissements les amortissements d'une construction, d'une immobilisation alors qu'elle est sortie. D'accord? La même chose pour l'immobilisation elle-même. On doit la solder, on doit la créditer en totalité pour donc justifier sa sortie. Très bien. Une chose très importante et qu'en général, en fait, on peut trouver, en fait, la trouver, ça cause des problèmes au niveau de la comptabilité. Et le comptable, en général, donc, ils font l'erreur lors de l'acquisition d'une construction, lors de l'acquisition d'une construction bâtie sur un terrain. D'accord? Au général, on ne fait pas la distinction au niveau de contrat de vente entre le prix de terrain et le prix de construction. Et donc, ce qu'amène le comptable à se tromper et de constater cette construction, c'est-à-dire le montant de l'opération de l'achat, qu'il va le constater dans le compte construction. C'est-à-dire, il oublie de faire la distinction entre le terrain et la construction. D'accord? Parce que si j'achète une construction bâtie sur un terrain, je dois distinguer au niveau de la comptabilité entre terrain et construction. Pourquoi cette distinction? Tout d'abord pour refléter donc une réalité, et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les terrains, il n'est pas amortissable, et la construction, elle est amortissable. Et donc, si vous commettez l'erreur de constater la totalité de la valeur en construction, et vous allez commencer à amortir la totalité de la valeur, le passage de contrôleur c'est-à-dire de l'administration fiscale. Donc, s'ils vont trouver que vous avez amorti la totalité de la valeur, ils vont vous dire, non, chers messieurs, il y en a une partie constitutive de cette acquisition qui est de terrain, et que le terrain, il n'est pas amortissable, il n'est amortissable que la construction, et donc vous avez constaté dans votre comptabilité une partie d'amortissement qui n'est pas autorisée, qui n'est pas considérée comme étant une charge déductible. Et donc, ils vont recalculer, ils vont incorporer l'amortissement qui a été calculé indûment dans le résultat de l'exercice. Ils vont déterminer donc de résultats certainement donc, plus avantageuses que la précédente, là où vous avez constaté déjà des amortissements. Donc là, il ne faut pas commettre cette erreur-là.
Si vous achetez une construction bâtie sur un terrain, au moment de la comptabilité, il faut distinguer la valeur de la construction de la valeur de l'immobilisation. Là, le problème qui se pose, si au niveau de contrat, nous n'avons pas précisé la valeur de terrain par rapport à la valeur de construction. Là, vous devez vous recourir donc à un expert, donc en évaluation, pour vous faire cette distinction. D'accord? Mais il ne faut jamais commettre l'erreur de comptabiliser la totalité de la somme en construction. D'accord? Là, c'est l'erreur qu'on peut le trouver couramment chez les entreprises, comme je vous ai dit, lorsque on ne précise pas au niveau de contrat de vente la valeur de terrain et la valeur de construction. Mais vous, co-comptable, vous devez faire cette distinction parce que, comme je vous ai dit, ça va influencer la base de l'amortissement. Parce que nous avons un terrain qui n'est pas amortissable et une construction qui est amortissable. D'accord? Très bien. Donc là aussi, on va contrôler la variation des amortissements. Tout ça, en fait, ces acquisitions ou bien ces cessions, ces valeurs, la valeur au 31/12 de l'année N et aussi les amortissements, toutes ces valeurs-là, on va les comparer avec le tableau d'amortissement. D'accord? Notre tableau d'amortissement, au niveau de cumul des amortissements, on doit trouver cette valeur. Et la même chose, au niveau de tableau d'amortissement, on doit trouver cette valeur en valeur brute. D'accord? On va la comparer. Là, comme je vous ai dit, on doit contrôler aussi les comptes d'entretien et réparation parce que, comme je vous ai dit, donc, il peut y avoir des dépenses d'amélioration qui devraient être immobilisées et que nous avons constatées en charge. Donc, comment faire? Donc, pour justifier ce compte-là, vous allez éditer ce compte, le grand livre de ce compte-là. Vous allez vous concentrer que sur les dépenses importantes. D'accord? Donc, nous avons extrait le grand livre de compte 615 et nous avons sélectionné les comptes. Par exemple, là, je pense que je l'ai fait. Voilà. Voyez là? Donc, j'ai édité le compte 615. Ça, c'est le grand livre. Donc là, sur les opérations de débit de ce compte-là, j'ai sélectionné les montants, par exemple, qui dépassent le 1 000 euros. D'accord? J'ai sélectionné les opérations qui dépassent les 1 000 euros. Et par la suite, je dois les pointer avec les factures. Et donc, c'est vous-même, maintenant, vous allez vous préparer. Donc, pour les entrains, les charges d'entretien et de réparation, vous préparez vous-même les factures les plus importantes. D'accord? Pour les justifier. Et là, c'est écrit au niveau de la facture, c'est une opération d'entretien de voiture. Par exemple, vidange de voiture. D'accord? La vidange de voiture. Là aussi, entretien, par exemple, l'ascenseur. Donc, nous avons par exemple, une facture trimestrielle d'entretien d'ascenseur. Là, la même chose. Là aussi, entretien climatiseur. Entretien climatiseur. Par exemple, nous avons une climatisation centrale et nous avons chaque année, nous avons un contrat de maintenance de la climatisation pour 7 000. Valeur importante, mais quand je vois au niveau de contrat, je trouve que le contrat d'entretien. D'accord? Et donc ça, c'est une charge d'entretien. Même chose ici pour un serveur. Donc pour mon serveur et la maintenance du serveur. Et donc, je vais me baser sur la description au niveau de facture. Donc, si la description au niveau de facture est indiquée qu'il s'agit d'entretien, de maintenance, et donc ça, c'est le compte 615, c'est le bon compte que nous avons utilisé. Donc, quand j'observe ici donc, une opération de variation, par exemple l'acquisition, je dois voir au niveau de grand livre de quoi ce compte est composé. Donc, voilà le grand livre de ce compte, par exemple, le premier. Voici, je n'ai 4 opérations. D'accord? 4 opérations. Et donc, pour ces 4 opérations, je dois vérifier, comme je vous ai dit, la propriété et la valorisation, c'est-à-dire, par exemple, 4 250, de quoi il est composé essentiellement? C'est la facture d'achat, c'est le transport, c'est douane, c'est. Donc, je dois justifier. Très bien.
Autre chose donc très importante concernant les immobilisations à vérifier, c'est la différence entre le recalcul, euh, c'est la différence entre la dotation comptable et la dotation fiscale. La dotation comptable et la dotation fiscale. C'est-à-dire, nous avons dit qu'au niveau de la comptabilité, il ne doit pas être donc emprisonné par les normes, par une législation fiscale. Nous avons une législation comptable autonome, indépendante, là qui dit en fait que l'amortissement, il doit refléter la consommation des avantages économiques futurs. D'accord? Donc ça, c'est l'amortissement, la dépréciation au niveau de l'amortissement. Donc l'amortissement, le taux d'amortissement utilisé, c'est le taux, ce taux-là, le taux, il doit refléter au mieux la consommation des avantages économiques futurs. Alors qu'au niveau de la fiscalité, nous avons des taux qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, là, au niveau des taux fiscaux, voilà. Donc, ça, c'est le décret, par exemple, en Tunisie, 2008, qui précise donc les taux d'amortissement. Ça, c'est les plafonds autorisés. Par exemple, construction légère, c'est 10%. Donc, si vous dépassez les 10%, si vous faites par exemple 15%, en ce moment-là, il y en a une charge déductible et une charge non déductible. La charge déductible, c'est la charge 10% de l'amortissement. Et vous, tant que vous avez utilisé 15%, donc il y en a 5% qui ne sont pas déductibles. C'est pourquoi, là, le comptable, il doit préparer ce document-là. Il doit préparer un document pour rapprocher, donc, et comparer et déterminer le montant de la charge non déductible. D'accord? Il doit déterminer le montant de la charge non déductible. Euh, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez là, nous avons mis dans notre tableau d'amortissement, nous avons utilisé un taux de 15%, par exemple, pour ces immobilisations. Là, je vais mettre la dotation fiscale. Une autre colonne, la dotation fiscale. Fiscalement, on n'admet que 10%, c'est-à-dire 10%. La charge déductible concernant l'amortissement de cette immobilisation ne doit pas dépasser 10%. Alors que nous avons appliqué 15%. Donc, fiscalement, nous avons une charge non déductible de 5%. Nous devons calculer cette charge non déductible. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'exercice, on va faire ce qu'on appelle le décompte fiscal. Comme vous le savez, quand je vais déterminer le résultat comptable, quand je vais calculer l'impôt sur les sociétés, est-ce que l'impôt sur les sociétés, je vais l'appliquer? Par exemple, j'ai le taux de 15% de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés, je vais l'appliquer sur le résultat comptable ou bien sur le résultat fiscal? En fait, je dois l'appliquer sur le résultat fiscal. Mais le résultat fiscal, c'est quoi? Comment déterminer le résultat fiscal? Le résultat fiscal est déterminé à partir de résultats comptables. Donc, nous avons résultat comptable, origine, comptabilité. On va ajouter les charges qui ne sont pas autorisées, c'est-à-dire les charges qui ne sont pas déductibles. Donc, toute charge qui n'est pas déductible, on va la réintégrer au résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. Parmi les charges à intégrer, à réintégrer dans le résultat comptable, c'est l'amortissement non déductible. Comme dans notre cas, l'amortissement déductible, c'est 10%, et nous avons appliqué 15%, donc il y en a 5%, comme cela, 6133, seront considérés comme étant des charges non déductibles. D'accord? Donc, je dois faire cette comparaison pour toutes les immobilisations que j'ai. D'accord? Je dois mettre le taux d'amortissement que j'ai appliqué, le taux d'amortissement fiscal et déterminer, donc le taux non autorisé et déterminer la dotation. Mais là, il faut faire attention d'une chose. Faire attention d'une chose. Lorsque le taux d'amortissement utilisé dépasse le taux d'amortissement autorisé. Lorsque le taux d'amortissement utilisé au niveau de comptabilité dépasse le taux d'amortissement fiscal. Là, nous avons
une charge non déductible. Mais lorsque l'entreprise, elle applique un taux d'amortissement inférieur au taux fiscal, est-ce que j'aurai un crédit d'impôt? Ou bien crédit, c'est-à-dire, est-ce que je peux compenser cette différence négative avec les différences positives? Exemple, si vous remarquez par exemple là, voilà. Par exemple là, j'en ai le matériel informatique. J'ai appliqué un taux d'amortissement de 20%, alors que fiscalement, il m'autorise à appliquer 33%. C'est-à-dire, j'ai amorti sur 5 ans, et là, je peux fiscalement l'amortir sur 3 ans. Donc, la différence au niveau de taux d'amortissement, c'est moins 13. Est-ce que les 13%, ils vont me donner un crédit d'impôt? C'est-à-dire, donc je vais appliquer les moins 13 fois la valeur, 11 000, je peux en avoir un crédit d'impôt. Ou bien la compenser avec, là, par exemple, là où j'ai appliqué des taux d'amortissement plus importants. J'ai appliqué 15 alors que je dois appliquer 10. Vous voyez là, au niveau de calcul, j'ai mis impact 0. C'est-à-dire, lorsque vous appliquez un taux d'amortissement inférieur au taux d'amortissement autorisé, ça vous ne donne pas de crédit d'impôt ou bien de compenser avec les taux que vous avez utilisés, taux qui dépassent le taux euh, euh, le taux fiscalement autorisé. Donc, c'est pourquoi là, vous faites attention. Donc, pour les taux qui dépassent, nous avons donc une dotation, bien un amortissement non déductible. Et lorsque, inversement, donc le taux appliqué est inférieur au taux autorisé, ça va vous donner aucun droit. D'accord? Aucun bénéfice. Et donc, on doit calculer, donc c'est l'effet zéro. D'accord? On va calculer à la fin ce qu'on appelle l'amortissement non déductible. Ça, c'est une dotation non déductible. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous voyez là, nous avons le décompte fiscal, tableau des déterminations de résultats fiscal. Donc, on va commencer à partir de résultats comptables et on va réintégrer tout ce qui est charges non déductibles. Parmi ces charges non déductibles, il y en a ce qu'on appelle l'amortissement non déductible. Et parmi les amortissements non déductibles, c'est le dépassement de taux d'amortissement par rapport au taux autorisé. D'accord? Et donc là, c'est le travail du comptable. Donc le comptable, il doit préparer ce document-là d'amortissement non déductible. Très bien. Maintenant, concernant le tableau d'amortissement. Donc, comme vous le savez, au niveau de la comptabilité, on doit déterminer, on doit calculer le tableau d'amortissement. On doit faire un tableau d'amortissement. Là, on va voir maintenant quelles sont les étapes qu'il faut les suivre pour créer donc, le tableau d'amortissement de l'année N plus 1. Par exemple, là, on va faire le tableau d'amortissement de l'année 2021, mais il faut faire attention. Il faut commencer de l'année N-1, c'est-à-dire de l'année 2020. Là, tout d'abord, donc avant même de commencer l'élaboration de tableau d'amortissement de l'année N-1, vous devez vérifier les soldes de tableau d'amortissement de l'année N-1 avec la balance d'ouverture. On doit vérifier avec la balance d'ouverture. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier essentiellement deux choses. On va vérifier la valeur brute des immobilisations. Est-ce que la valeur brute au niveau de la balance d'ouverture, elle est de 1 123 000? Et aussi, on doit vérifier le cumul d'amortissement, le compte 28. Est-ce que le cumul d'amortissement, c'est bien 1 107 735? D'accord? Et donc là, la balance d'ouverture ou bien le tableau d'amortissement de l'année N-1, ça c'est le résultat des contrôles de l'année dernière. D'accord? Parce que à la fin, le commissaire aux comptes, quand il va finaliser son travail, il va me donner des écritures d'ajustement, je vais les passer. Une fois donc j'ai tout passé, il va me demander d'éditer les états financiers définitifs, d'éditer la balance définitive plutôt, et de clôturer l'exercice. D'accord? De clôturer
l'exercice. Donc là, comme on a dit, pour les tableaux d'amortissement, avant même de commencer donc, à préparer le tableau d'amortissement de l'année N-1, vous devez contrôler les soldes d'ouverture. Vous devez contrôler les soldes d'ouverture. Maintenant, une fois ils sont contrôlés, c'est bon, le tableau d'amortissement de l'année N-1, ça correspond bien donc, aux états financiers. Donc, ça existe aussi au niveau de rapport de commissaire aux comptes. Donc, c'est bien ce tableau d'amortissement qui contient ces totaux-là. D'accord? Maintenant, on va utiliser ce tableau d'amortissement pour construire le tableau d'amortissement de l'année N plus 1. Il y en a quelques étapes à respecter. Il n'y a pas de plus simple. D'accord? Malgré qu'il y en a des comptables qui ont des difficultés à préparer le tableau d'amortissement, mais réellement, il n'y a pas de plus simple. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très simple si on respecte certaines étapes. Comme je vous ai dit, tout d'abord, vérifiez que le tableau d'amortissement que vous allez travailler de l'année N, c'est-à-dire de l'année 2020 dans notre cas, c'est le tableau d'amortissement définitif. Où vous allez le trouver? Vous allez le trouver dans le rapport de commissaire aux comptes. Allez-y, on va commencer. Donc, quelles sont les étapes à suivre? Donc, la première des choses, donc, nous sommes avec le tableau d'amortissement de l'année N-1. La première des choses, c'est de reclasser les acquisitions de l'année 2020. Vous voyez, tableau d'amortissement 2020. Les acquisitions de l'année 2020, nous l'avons mis dans la colonne acquisition. D'accord? Donc, ce sont des acquisitions de l'année 2020, alors que nous, on est en 2021. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit reclasser ces données, ces trois lignes-là, de la colonne D à la colonne C. D'accord? C'est-à-dire, on va les reclasser comme étant des anciennes acquisitions. Vous voyez là? Ils sont classés où maintenant? Dans la valeur brute. D'accord? Ils ne sont plus classés dans les acquisitions parce que ils sont des acquisitions de l'année N-1. Ils n'ont pas les années de l'année N plus 1. D'accord? Donc ça, c'est la première opération que vous devez réaliser. Deuxième opération. Vous voyez là l'amortissement de l'année 2020. Cumul d'amortissement fin 2020. C'est-à-dire amortissement 2019 plus la dotation 2020. Nous avons cumul d'amortissement 2020. Cette colonne, la colonne K, la colonne 2020, elle va constituer ici, en fait, la colonne amortissement antérieur. Donc, cette valeur-là, ces valeurs-là, comme ils sont, je vais les prendre et les mettre ici comme amortissement antérieur. Et comme vous vérifiez, la valeur 1 116, 1 116. D'accord? J'ai pris la même chose. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est de constater les acquisitions et les cessions de l'année. Donc, comment les faire, les acquisitions et les cessions? C'est à travers les grands livres. Donc, j'ai mon grand livre. Voilà. Par exemple, ce compte-là, 223 001, je n'ai ces trois acquisitions. Je n'ai ces trois acquisitions de l'année 2020. D'accord? Là, vous voyez les autres en rouge à nouveau, à nouveau, à nouveau. D'ailleurs, le 1er janvier 2020, le 1er janvier. Ça, c'est les soldes d'ouverture. Ça, c'est le solde d'ouverture. Donc, vous voyez, je vais prendre les acquisitions de l'année. Donc, c'est 2021. Par exemple, ça, je n'ai cette écriture, le 2-2-2021. Donc, j'ai une acquisition pour 3200. Je vais mettre le taux. Là, la chose qu'il faut faire attention, au niveau de calcul de prorata, on doit calculer le prorata à appliquer pour calculer la dotation. Vu que l'acquisition n'est pas faite le 1er janvier, donc ce n'est pas un amortissement d'une totalité d'une année, donc c'est une fraction d'année. Donc les opérations d'acquisition au courant de l'année, on ne va pas leur appliquer une dotation complète, une dotation annuelle complète, mais plutôt on va calculer du prorata. Prorata, comment on l'a calculé cette prorata-là? C'est au nombre de jours. Nous avons
déterminer le nombre de jours à partir de 1er 2 2021 au 31 12 2021. Nous avons trouvé, donc, vous voyez là, 0,91. Donc, on a utilisé c'est-à-dire, on a fait la durée du 31 12 2021 de 2 février 2021 au 31 12 2021. Et on a divisé sur 365, qui sont les nombres de jours de l'année. Donc, nous avons trouvé cette fraction, c'est 0,91 années. D'accord? Et donc, on va calculer, on va multiplier la valeur brute fois le taux, mais on doit le multiplier avec le prorata. L'application de prorata, elle se fait pour la première année, date d'entrée, et pour la dernière année. D'accord? Parce que, toujours, donc, il y aura du prorata. Première année, j'ai prorata de 11 mois. La dernière année, il y aura un prorata d'une année, de un mois. La première année, prorata de 11 mois, parce que je l'ai acheté au mois de février. Donc, il y en a de février à décembre, donc 11 mois. Et certainement, je dois arrêter d'amortir cette machine, par exemple, au bout de 5 ans. Et donc, l'année N plus 5, ça sera prorata de un mois seulement. D'accord? De un mois, c'est-à-dire le mois de janvier. Donc, une fois j'ai déterminé, vous voyez au prorata, les autres, parce que ce sont des anciennes acquisitions, ça sera toujours 1. D'accord? Ça sera toujours 1. Donc, je vais calculer, je vais appliquer le prorata sur la valeur brute fois taux d'amortissement. Je vais calculer la dotation 2000, c'est-à-dire dotation de l'année 2001. Là, il faut faire attention d'une chose. Il faut faire attention de la valeur nette comptable. La valeur nette comptable ne doit jamais être négative. La valeur nette comptable ne doit jamais être négative. Si la valeur nette comptable devient négative, là, certainement que vous avez appliqué une dotation qui dépasse la valeur brute, c'est-à-dire le cumul avec la dotation que vous avez passée cette année, le cumul d'amortissement, elle a dépassé la valeur brute. Pourquoi? Parce que la valeur nette comptable, c'est quoi? La valeur nette comptable, c'est la valeur brute moins cumul des amortissements. D'accord? Cumul des amortissements au maximum, il doit être égal à la valeur brute. Et donc, la valeur nette comptable ne peut jamais être négative. D'accord? Là, il faut faire attention. Le risque au niveau des amortissements qui devient la valeur nette comptable devient négatif, surtout à la dernière année d'amortissement de l'immobilisation. C'est-à-dire une immobilisation, par exemple, celle-là, à son 5e année, je dois amortir, je dois utiliser que le mois qui reste. Je ne dois pas appliquer un amortissement annuel, une dotation annuelle, c'est-à-dire j'applique fois 20%. Si je vais appliquer par 20%, certainement le cumul des amortissements il va dépasser la valeur brute et donc la valeur nette comptable il sera négatif. D'accord? Donc vous voyez, donc les étapes pour l'établissement de tableau d'amortissement, ils sont très simples. Et donc là, le tableau d'amortissement, on va le faire tableau par tableau. C'est-à-dire, si j'ai les tableaux, ça c'est pour pour les matériels de transport. J'aurai un autre tableau, par exemple, pour les matériels informatiques. J'aurai un autre tableau pour le matériel par exemple, pour le matériel de bureau, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tableau, par famille d'immobilisation. Est-ce que vous avez des questions concernant l'établissement de tableau d'amortissement, c'est-à-dire les étapes que nous avons précisées maintenant? Très bien. Une fois nous avons déterminé le tableau d'amortissement, par exemple là pour le matériel de transport, la règle de bonne pratique, on doit faire les tableaux récapitulatifs. Tableau d'amortissement récapitulatif. Parce que vous voyez, au niveau de tableau d'amortissement, si chaque famille d'immobilisation va nous prendre, par exemple, une vingtaine de lignes. Et donc, j'en ai, par exemple, la totalité des amortissements, c'est, par exemple, 200 ou bien 300 lignes. Et je ne peux pas mettre ça au niveau des états financiers. D'accord? Je ne peux pas mettre ce détail-là
au niveau des états financiers. Donc, c'est pourquoi on doit mettre un tableau d'amortissement récapitulatif. Donc, tableau d'amortissement récapitulatif. Qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de tableau d'amortissement récapitulatif? On va mettre la dernière ligne de tableau d'amortissement, c'est-à-dire cette dernière ligne seulement. On va mettre que cette dernière. Là, ça c'est 2021. On va mettre cette dernière ligne seulement. Donc, on va prendre les valeurs brutes, cumul des acquisitions, cumul des cessions, valeur nette, valeur brute 31-12, l'amortissement antérieur, dotation de l'année 2021, l'amortissement 2021 et la valeur nette comptable. D'accord? Pour celle-là, installation, nouveau siège. On va la trouver ici. Par exemple, voilà, installation, nouveau siège. On va prendre la valeur brute. Donc, s'il y en a des acquisitions, c'est des cessions, les amortissements antérieurs, la dotation 2021 et ainsi de suite. Et donc, vous voyez là, on va mettre famille par famille pour trouver à la fin tableau total, tableau d'amortissement. Total valeur brute, total acquisition, total cession, total donc valeur brute au 31-12, total amortissement antérieur, total dotation. D'accord? Et ces valeurs, qu'est-ce qu'on va faire avec ces valeurs, les totaux de tableau d'amortissement? On va les rapprocher avec le bilan. Donc, nous avons ce tableau récapitulatif. On doit maintenant rapprocher ces valeurs avec la comptabilité. Et donc, la valeur brute de départ, la valeur brute initiale, la colonne D, les 7502, à quoi je dois les rapprocher? Je dois les rapprocher à la valeur des immobilisations au 31-12 N-1. Donc 2019, par exemple. Immobilisation corporelle, 7 512. 7 512, donc c'est de la valeur brute de l'année N-1, c'est à comparer, voilà, avec la colonne B, qui est la valeur brute de départ. Maintenant, la valeur brute au 31-12, fin de l'année, enfin, 31-12, par exemple, 2020. Je vais la comparer à quoi? Je vais la comparer à la valeur des immobilisations au 31-12-2020. 7 519. Je dois trouver ici 7 529. Et voilà. Maintenant, la variation. La variation entre la valeur nette comptable, la valeur brute au 31-12-2020 et celle 2019. Cette variation, je dois la justifier comment? 17 912. Ça doit être quoi? La variation entre les deux valeurs brutes des immobilisations corporelles. Ça doit être quoi? Au niveau du tableau d'amortissement, où je vais la trouver? Au niveau de la table d'amortissement, on a dit que la deuxième colonne, c'est la colonne acquisition. Et la troisième colonne, c'est la colonne de scission. Et donc, la variation 17 912, ça doit être la différence entre les acquisitions et les cessions. Donc, c'est celle-là. Voilà. C'est la différence entre les deux. Dans notre cas, on n'a que d'une opération d'acquisition. Mais sinon, si j'avais une scission, donc c'est le cumul entre acquisition et scission qui va faire la différence, qui va faire la variation ici. D'accord? La même chose pour l'amortissement. Pour l'amortissement de l'année N-1, on va le trouver au niveau de l'amortissement antérieur. Donc là, amortissement antérieur, la colonne G. Donc j'ai 4 226. Et voilà, 4 226. Amortissement de l'année N, donc c'est le tableau, c'est la colonne I, amortissement 2020. Donc nous avons 4 567. Maintenant, la variation entre l'amortissement de l'année N et l'amortissement N-1, 337. Je dois trouver égal à quoi? Les 337. Je dois le trouver égal à quoi? Les 337. Variation au niveau de l'amortissement. La variation au niveau de l'amortissement, ça peut être quoi? Ça peut être que la dotation de l'année. C'est la dotation de l'année. Donc nous avons 337, variation 359. Si je viens ici, dotation de l'année 2020, je vais la trouver 337, 358. Donc c'est la même. Donc mes comptes
compte, ils sont rapprochés. Donc, mes états financiers sont rapprochés avec le tableau d'amortissement. D'accord? Donc là, c'est une étape très importante. Il ne faut jamais présenter des états financiers sans faire cette comparaison. C'est très courant de trouver tableau d'amortissement qui ne correspond pas aux éléments de bilan. D'accord? Là, il ne faut pas commettre l'erreur. Donc, si vous avez édité des états financiers, il faut les comparer avec le tableau d'amortissement. L'erreur, ça provient de quoi? Ça provient d'une mise à jour, donc des erreurs de mise à jour. Je n'ai pas mis à jour donc, mon tableau d'amortissement. J'ai mis à jour ma comptabilité, je n'ai pas mis à jour, par exemple, mon tableau d'amortissement. Et donc, le tableau d'amortissement, il faut faire attention des acquisitions et des cessions de l'année. Je dois les sortir, les cessions, et je dois constater les acquisitions. Donc ça, pour le tableau d'amortissement, c'est très important à réaliser ce travail-là. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le rapprochement du tableau d'amortissement avec le bilan? Ou bien, donc, que ce soit donc la récap du tableau d'amortissement, ou bien le passage du tableau d'amortissement de l'année N à l'N-1. Donc là, ça, c'est de l'examen analytique qu'on fait. Donc, valeur brute, comparer la comptabilité avec le solde comptable. Donc, on doit s'assurer que la comptabilité et tableau d'amortissement, ils sont au niveau de valeur brute, aussi au niveau de cumul d'amortissement et aussi au niveau de la dotation de l'année. D'accord? Il ne faut pas y avoir des écarts. Ça, on l'a fait. Voilà. Ça, on l'a fait. Reste ça. Ça, ce sont des contrôles qu'on peut les faire pour les immobilisations corporelles. Donc, le contrôle des postes d'immobilisation se fera essentiellement par la vérification des nouvelles acquisitions, des dépenses postérieures capitalisées et des cessions. Donc, vous voyez, le contrôle des immobilisations, c'est le contrôle des acquisitions et le contrôle des cessions ou bien des améliorations. Là, il nous parle en fait de la comparaison de la juste valeur. Sinon, donc, on doit constater qu'on a vu la provision pour dépréciation des immobilisations. Pour la production immobilisée, là, nous précise qu'on doit vérifier le coût d'entrée. Par exemple, l'immobilisation produite par l'entreprise, pour elle-même, sont comptabilisées à leur coût de production. Là, on va trouver les matières premières, le coût de main-d'œuvre direct, les coûts directs, les justes parts de coûts indirects incorporables. Là, il faut faire attention construction terrain. Donc, il arrive que l'on constate dans certaines balances l'existence des postes construction alors qu'aucun terrain ne figure à l'actif. Donc, une telle situation conduit à amortir à tort les terrains qui ne sont pas amortissables, sauf dans le cas de construction sur sol d'autrui. Euh, donc, ce qui fait donc toujours, donc, ce qu'il faut toujours vérifier. Donc, il est donc nécessaire de retirer les comptes construction, le prix d'acquisition de terrain. Donc là, on doit distinguer entre le prix d'acquisition de terrain et le prix de construction. Là, on l'a vu, les éléments de transcrits actifs lorsque aussi ça. Immobilisation en cours, donc la comptabilité, le comptable s'assure notamment que ce compte a reçu l'inscription des acomptes sur immobilisation et celle des acomptes qui n'ont pas été enregistrés, fournisseurs, et s'assure en outre que les obligations facturées à la date de l'arrêté des états financiers ne figurent pas et sont bien transférés en le compte de destination. Comme je vous ai dit, le compte immobilisation en cours, comment on l'utilise? Donc, au niveau de l'année, on va passer les écritures donc, au compte de charge. Fin de l'année, on va débiter compte immobilisation en cours, on va créditer transfert de charge. Et lorsque l'immobilisation donc, il est achevé, on va débiter le compte construction, par exemple, et on va créditer le compte immobilisation en cours. Donc, on doit le solder. Très bien. Donc là, nous avons terminé avec les immobilisations corporelles. Donc, on va s'arrêter là ce soir. La prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer avec les immobilisations incorporelles. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que nous avons vu aujourd'hui? Donc, avant de clôturer cette séance.
C'est bon, vous n'avez pas de questions? Très bien. En tout cas, Non, si. ça va pour moi, ça va. Excellent. Sinon, en fait, si vous aurez des questions, donc n'hésitez pas à me les envoyer par mail et certainement, Inch'Allah, vous aurez des réponses sur toutes vos questions. Donc, hmm, très bien. Excellent. Donc, je vous souhaite vraiment bonne soirée. Merci d'être là donc ce soir dans cette formation, encore une autre fois. Et donc, je vais vous envoyer l'enregistrement, Inch'Allah, ce soir. Et notre rendez-vous, ça sera donc le mardi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.